Dans les rues de Lagos, une sans-abri voit une petite fille perdue. Elle l'aide, sans rien demander. Sauf qu'elle ignore une chose. Cet enfant appartient à l'homme le plus puissant de la ville. Et la suite, vous n'êtes pas prêts. Amara avait 23 ans, mais son visage portait les marques de 30 années de lutte. Ses cheveux étaient tressés de manière simple, souvent couverts d'un foulard déchiré qu'elle avait trouvé dans une benne à ordures près du marché de Balogun. Ses vêtements, un mélange de tissus dépareillés, étaient propres autant que possible pour quelqu'un qui vivait dans la rue. Car malgré sa situation, Amara gardait sa dignité comme un trésor précieux. Chaque matin, elle se lavait le visage à la fontaine publique près de la mosquée. Elle lissait ses vêtements de ses mains et elle souriait. Oui, elle souriait, parce que sourire était gratuit et c'était la seule richesse qu'on ne pouvait pas lui voler. L'histoire d'Amara était comme celle de milliers d'autres jeunes femmes à Lagos. Elle était arrivée de son village dans l'état d'Enugu avec des rêves plein la tête. Elle voulait devenir enseignante, aider les enfants à apprendre, à grandir, à devenir meilleurs que leurs parents. Mais Lagos est une ville qui dévore les rêves aussi vite qu'elle les fait naître. Sa tante, qui lui avait promis un toit et du travail, avait disparu 2 semaines après son arrivée. Le petit commerce qu'elle avait trouvé avait fermé après 3 mois. L'argent qu'elle avait économisé s'était évaporé en loyers impayés et en repas ratés. Et un matin, elle s'était retrouvée à la rue avec pour seule possession un sac en plastique contenant une photo de sa mère décédée, une Bible écornée et une robe de rechange. Cela faisait maintenant 2 ans qu'Amara vivait dans les rues de Lagos. 2 ans qu'elle avait appris les règles non écrites de la survie urbaine. Elle savait où trouver de la nourriture le soir quand les restaurants jetaient leurs restes. Elle connaissait les coins sûrs pour dormir, loin des gangs et des policiers qui chassaient les sans-abri comme des rats. Elle avait développé un 6e sens pour repérer les dangers et les opportunités. Mais surtout, elle avait gardé son cœur intact. Là où d'autres étaient devenus durs et cyniques, Amara restait douce. Là où d'autres volaient et mentaient, elle partageait le peu qu'elle avait et disait toujours la vérité. Ce mardi matin de juillet, Lagos s'éveillait dans sa cacophonie habituelle. Les vendeurs ambulants criaient déjà leurs marchandises. Les bus jaunes déversaient des flots de travailleurs pressés. Les enfants en uniforme se rendaient à l'école, leurs sacs sur le dos. Amara s'était réveillée sous le pont de Falomo, son refuge habituel. Elle avait partagé son petit déjeuner, 2 bananes trop mûres récupérées la veille, avec Babassul, un vieil homme qui vivait dans la rue depuis 15 ans et qui lui racontait toujours des histoires de l'époque où Lagos était encore une petite ville paisible. Vers 10 heures du matin, Amara marchait le long de Broad Street, dans le quartier de Lagos Island, quand elle entendit des pleurs. Ce n'étaient pas des pleurs ordinaires. C'étaient les sanglots désespérés d'un enfant terrorisé. Elle tourna la tête et vit, coincée entre 2 bâtiments dans une ruelle sombre, une petite fille vêtue d'une robe rose immaculée qui contrastait violemment avec la saleté environnante. Ses chaussures étaient des sandales blanches ornées de petits diamants brillants. Ses cheveux étaient coiffés en 2 couettes parfaites, maintenues par des rubans roses. Tout en elle criait l'aisance, le luxe, l'appartenance à un monde qui n'avait rien à voir avec cette ruelle sale. Amara s'approcha doucement, comme on s'approche d'un oiseau blessé. Elle s'accroupit devant la fillette et lui parla d'une voix douce. « Ma chérie, pourquoi pleures-tu? Où est ta maman ?» La petite fille leva ses yeux gonflés de larmes. Son visage était strié de traces de pleurs et de morve. Elle octa plusieurs fois avant de pouvoir parler. « Je suis perdue. Je ne trouve plus oncle Femi. Nous étions au marché et il y avait tellement de monde et j'ai vu un jouet et je me suis arrêtée et maintenant je ne sais plus où il est. » Amara sentit son cœur se serrer. Elle connaissait les dangers qui guettaient les enfants perdus dans les rues de Lagos. Les kidnappeurs, les trafiquants d'enfants, les pédophiles. Cette petite fille en robe rose était une proie facile. « Comment tu t'appelles ma belle ?»« Chioma. J'ai 5 ans. J'habite à Ikoyi dans une grande maison avec papa et maman et oncle Femi est notre chauffeur et il devait m'acheter des bonbons mais maintenant il est parti et j'ai peur. » La fillette éclata en sanglots encore plus forts. Amara la prit dans ses bras, sentant le petit corps trembler contre le sien. L'enfant sentait le parfum coûteux et la propreté. Amara, elle, savait qu'elle sentait la rue, la sueur et la poussière. Mais Chioma s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage. « Ne t'inquiète pas ma chérie. Nous allons retrouver oncle Femi. Ou nous allons trouver un policier qui t'aidera à rentrer chez toi. Tu connais le nom de ta rue. » Chioma secoua la tête. Elle savait qu'elle vivait à Ikoyi, mais elle ne connaissait pas l'adresse exacte. Comment le pourrait-elle à 5 ans? Amara réfléchit rapidement. Le poste de police le plus proche était à 15 minutes de marche.
Mais elle savait d'expérience que les policiers nigérians n'étaient pas toujours fiables, surtout quand il s'agissait d'une sans-abri tenant la main d'une enfant visiblement riche. On l'accuserait probablement de kidnapping avant de l'écouter. « Tu as faim ?» demanda Amara. Chioma hocha la tête timidement. Amara fouilla dans son sac en plastique et en sortit une petite boîte en fer blanc dans laquelle elle gardait ses trésors. Il y avait là quelques pièces de monnaie, juste assez pour acheter du pain et peut-être une bouteille d'eau. Elle prit la main de Chioma et l'emmena vers un petit kiosque où un vendeur qu'elle connaissait bien vendait du pain et de l'akara, ces beignets de haricots que tous les Lagosiens adorent. « Frère Samuel, 2 pains s'il te plaît et 2 akara. » Le vendeur, un homme trapu au sourire généreux, regarda Amara puis la petite fille. Il haussa un sourcil interrogateur. « Tu as trouvé une sœur Amara ?» Amara lui expliqua brièvement la situation. Samuel hocha la tête gravement et leur donna non seulement le pain et les akaras mais aussi 2 bouteilles d'eau fraîche, refusant l'argent d'Amara. « Garde ton argent, sœur. Cet enfant a besoin de retrouver sa famille. Que Dieu te bénisse pour l'avoir aidé. » Amara et Chioma s'assirent sur un muret à l'ombre d'un arbre. Chioma mangea avec l'appétit d'un enfant qui a eu très peur et qui trouve enfin du réconfort. Entre 2 bouchées, elle parlait à Amara, lui racontant sa vie de petite fille choyée. Elle parlait de sa grande maison avec la piscine, de son papa qui travaillait tout le temps dans son bureau, de sa maman qui sentait bon et qui lui lisait des histoires le soir, de ses jouets qui remplissaient toute une chambre. Amara écoutait, fascinée et un peu triste. Elle imaginait cette vie qu'elle ne connaîtrait jamais. Mais elle ne ressentait pas de jalousie, seulement une douce mélancolie. Elle était heureuse que certains enfants puissent vivre dans de telles conditions. Ils méritaient d'être choyés, protégés, aimés. « Ton papa, il fait quoi comme travail ?» demanda Amara innocemment. « Papa, il a beaucoup de bureaux. Il parle toujours au téléphone. Il dit qu'il construit des maisons et des routes. Maman dit qu'il est très important et que beaucoup de gens veulent lui parler. Mais moi je veux juste qu'il joue avec moi. » Amara sourit. Même les enfants des riches manquaient de l'essentiel parfois. L'amour et le temps de leurs parents valaient plus que tous les jouets du monde. Après avoir mangé, Amara décida qu'elle devait trouver un moyen de ramener Chioma chez elle. Le problème était qu'elle ne savait pas comment. Ikoyi était un quartier entier et il y avait des centaines de grandes maisons là-bas. Elle ne pouvait pas frapper à chaque porte. Et elle ne pouvait toujours pas faire confiance à la police. C'est alors qu'elle eut une idée. Il y avait une église près de Broad Street, l'église Sainte-Marie, dirigée par le révérend père Adeyemi, un homme qu'elle avait rencontré plusieurs fois et qui lui avait toujours montré de la gentillesse. Il lui avait donné de la nourriture, des vêtements, et surtout, il l'avait traité comme un être humain, pas comme un déchet. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. « Viens Chioma. Nous allons voir un homme très gentil qui va t'aider à retrouver ta famille. » Elles marchèrent main dans la main à travers les rues bondées de Lagos. Amara protégeait Chioma de la cohue, la tenant proche d'elle, faisant attention aux véhicules qui klaxonnaient sans arrêt et aux mototaxis qui zigzaguaient dangereusement entre les voitures. Chioma, de son côté, regardait tout avec de grands yeux. Elle n'avait jamais marché dans les rues comme ça. Elle était toujours dans la voiture climatisée avec les vitres fumées. Cette réalité de Lagos, la vraie Lagos avec ses odeurs fortes, sa chaleur étouffante, son chaos organisé, était nouvelle et effrayante pour elle. Elles arrivèrent à l'église Sainte-Marie après 20 minutes de marche. C'était un bâtiment modeste peint en blanc avec un toit de tôle rouillée. Une grande croix en bois surplombait l'entrée. Amara frappa à la porte du presbytère adjacent. Une femme âgée vêtue d'un râpé coloré ouvrit la porte. C'était Sisté Ngozi, la gouvernante du révérend père. « Amara, ma fille. Que se passe-t-il? Et qui est cette jolie petite fille? » Sisté Ngozi, j'ai besoin de voir le révérend père. C'est urgent. Cette petite fille est perdue et je dois l'aider à retrouver sa famille. Sisté Ngozi les fit entrer et les conduisit à un petit salon modeste mais propre. Elle leur apporta de l'eau fraîche et des biscuits puis alla chercher le révérend père Adeyemi. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 50aine d'années entra dans la pièce. Il était grand, mince, avec des cheveux grisonnants et des lunettes rondes qui lui donnaient un air intellectuel et bienveillant. « Amara, ma fille. Sisté Ngozi m'a expliqué la situation. Raconte-moi tout. » Amara raconta comment elle avait trouvé Chioma dans la ruelle, terrorisée et perdue. Elle expliqua que l'enfant vivait à Ikoyi mais ne connaissait pas l'adresse exacte. Le révérend père écouta attentivement puis se tourna vers Chioma. « Bonjour ma chérie. Comment s'appelle ton papa ?»
Chioma réfléchit un instant puis dit avec fierté. Papa s'appelle Monsieur Okonkwo. Monsieur Chukwuemeka Okonkwo. Maman dit que c'est un grand nom et que je dois le dire correctement. Le révérend père et Sisté Ngozi échangèrent un regard stupéfait. Même Amara, qui ne suivait pas les nouvelles de l'élite nigériane, avait déjà entendu ce nom. Chukwuemeka Okonkwo était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Il possédait une entreprise de construction qui avait bâti la moitié des gratte-ciel de Lagos. Il était dans tous les journaux, à toutes les cérémonies importantes. On disait qu'il était milliardaire, qu'il connaissait le président personnellement, qu'il pouvait d'un claquement de doigts faire ou défaire des carrières. Le révérend père se racla la gorge. Amara, sais-tu qui est cet homme? Amara secoua la tête, sentant qu'elle avait manqué quelque chose d'important. Chukwuemeka Okonkwo est l'un des hommes les plus puissants du Nigeria. Si cet enfant est vraiment sa fille, et je n'ai aucune raison d'en douter vu sa tenue et son comportement, alors toute la police de Lagos doit être à sa recherche en ce moment même. Cette famille doit être folle d'inquiétude. Le révérend père prit son téléphone et chercha le numéro de la ligne d'urgence de la police. Mais avant qu'il ne compose le numéro, Sisté Ngozi alluma la télévision. Sur l'écran apparaissait justement une émission spéciale d'information. Une femme élégante en tailleur crème, les yeux gonflés de larmes, se tenait devant un micro entouré de journalistes. À côté d'elle, un homme grand et imposant en costume sombre regardait les caméras avec une expression de détresse absolue. Le journaliste parlait avec gravité. Nous sommes en direct de la résidence Okonkwo à Ikoyi où la famille de l'éminent homme d'affaires Chukwuemeka Okonkwo vit des heures d'angoisse. Leur fille unique, Chioma Okonkwo, âgée de 5 ans, a disparu ce matin alors qu'elle accompagnait le chauffeur de la famille au marché de Balogun. Monsieur Okonkwo offre une récompense de 50 millions de naira à quiconque retrouvera sa fille saine et sauve. La police a lancé un avis de recherche dans tout l'état de Lagos. Si vous avez des informations sur cet enfant, veuillez contacter immédiatement. Chioma, en voyant ses parents à la télévision, sauta du canapé en criant. Maman! Papa! Je suis ici! Je suis ici! Elle courut vers la télévision et toucha l'écran comme si elle pouvait traverser et rejoindre ses parents. Elle pleurait encore mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement mêlées de peur. Amara la prit dans ses bras pour la calmer pendant que le révérend père composait rapidement le numéro qui défilait en bas de l'écran. Allô? Oui, j'appelle au sujet de la petite Chioma Okonkwo. Elle est ici avec moi à l'église Sainte-Marie sur Broad Street. Elle va bien. Elle est en sécurité. Oui, nous attendons ici. S'il vous plaît dites à sa famille qu'elle va bien. Le révérend père raccrocha et se tourna vers Amara. Ils arrivent. La famille et la police seront là dans moins de 15 minutes. Amara, ce que tu as fait aujourd'hui est remarquable. Tu as sauvé cet enfant. Tu lui as peut-être sauvé la vie. Amara secoua la tête modestement. Je n'ai fait que ce que tout le monde aurait fait père. N'importe qui avec un cœur aurait aidé cette petite fille. Mais le révérend père savait que ce n'était pas vrai. Il connaissait la gosse. Il savait que beaucoup de gens auraient détourné le regard. D'autres auraient vu une opportunité de demander une rançon. Certains auraient livré l'enfant aux trafiquants. Mais Amara, malgré sa propre misère, avait choisi la bonté. Les 15 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Amara. Elle était nerveuse, effrayée même. Elle allait rencontrer des gens puissants, des gens qui vivaient dans un monde totalement différent du sien. Elle regarda ses vêtements sales et usés, ses mains calleuses, ses ongles cassés. Elle pensa à l'odeur qu'elle devait dégager malgré ses efforts quotidiens pour rester propre. Comment ces gens allaient-ils réagir en la voyant? Sisté Ngozi, comme si elle lisait dans ses pensées, emmena Amara dans une petite salle de bain et lui donna une serviette propre et du savon. « Rafraîchis-toi ma fille. Tu vas rencontrer des gens importants. Tiens-toi droite et sois fière. Tu as fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. » Amara se lava le visage et les mains, arrangea ses vêtements du mieux qu'elle put et retourna dans le salon où Chioma jouait maintenant avec des livres de coloriage que Sisté Ngozi lui avait donnés. La petite fille semblait avoir retrouvé ses esprits, rassurée par la présence des adultes bienveillants et la certitude qu'elle allait bientôt revoir ses parents. Puis ils entendirent le bruit. Des sirènes, plusieurs sirènes, qui se rapprochaient. Des portes de voitures qui claquaient. Des voix fortes. Des pas précipités. Le révérend père alla ouvrir la porte avant même qu'on ne frappe. La première personne à entrer fut une femme qui devait avoir la trentaine. Elle était d'une beauté saisissante malgré son visage ravagé par les larmes et l'angoisse.
Elle portait le même tailleur crème que dans l'émission télévisée, mais il était maintenant froissé et ses cheveux, qui devaient être parfaitement coiffés ce matin, étaient en désordre. Ses yeux cherchèrent frénétiquement dans la pièce et quand ils se posèrent sur Chioma, elle poussa un cri qui venait du plus profond de son âme. Chioma. Chioma ma chérie. Mon bébé. Elle traversa la pièce en courant et saisit sa fille dans ses bras, la serrant si fort qu'on aurait dit qu'elle ne la lâcherait plus jamais. Elle couvrait son visage de baisers, murmurant des mots en igbo, leur langue maternelle, des mots d'amour et de soulagement. Chioma pleurait aussi, accrochée au cou de sa mère. Maman. J'avais tellement peur. Je ne trouvais plus oncle Femi. Mais Tata Amara m'a trouvé. Elle m'a donné à manger et elle m'a protégée. La femme, Madame Okonkwo, leva les yeux et chercha du regard celle que sa fille appelait Tata Amara. Ses yeux se posèrent sur Amara qui se tenait dans un coin, essayant de se faire la plus petite possible. Madame Okonkwo s'approcha d'elle, toujours tenant Chioma dans ses bras. C'est vous. C'est vous qui avez trouvé ma fille. Avant qu'Amara ne puisse répondre, un homme entra dans la pièce. Chukwuemeka Okonkwo était encore plus imposant en personne qu'à la télévision. Il mesurait facilement 1,90 m. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que ce qu'Amara aurait pu gagner en 10 ans. Ses chaussures brillaient. Sa montre, une Rolex en or, scintillait à son poignet. Mais ce qui frappait le plus, c'était son visage. C'était le visage d'un homme qui avait eu très peur, qui avait cru perdre ce qu'il avait de plus précieux, et qui venait de retrouver espoir. Il se précipita vers sa femme et sa fille et les entoura de ses bras puissants. Les trois restèrent ainsi enlacés pendant de longues minutes, formant un tableau de bonheur et de soulagement qui fit monter les larmes aux yeux de tous ceux qui étaient présents. Même les policiers qui étaient entrés avec la famille, des hommes endurcis habitués à voir toutes les horreurs de la gosse, avaient les yeux brillants. Finalement, Monsieur Okonkwo se détacha de sa famille et regarda autour de lui. Qui a trouvé ma fille? Qui l'a sauvée? Le révérend père fit un pas en avant et désigna Amara. C'est cette jeune femme, monsieur. Elle s'appelle Amara. C'est elle qui a trouvé Chioma et qui l'a amenée ici pour qu'elle soit en sécurité. Monsieur Okonkwo se tourna vers Amara et s'approcha d'elle. Il la regarda de haut en bas, prenant note de ses vêtements usés, de ses pieds dans des sandales en plastique cassé, de son sac en plastique miteux. Son visage ne trahit aucune émotion particulière. Puis il parla, et sa voix était rauque d'émotion. Vous avez sauvé ma fille. Vous l'avez trouvée dans les rues de Lagos, une ville où tant de choses terribles auraient pu lui arriver, et vous l'avez protégée. Vous l'avez nourrie. Vous l'avez amenée en lieu sûr. Comment puis-je vous remercier? Comment puis-je commencer à vous remercier? Amara, intimidée par cet homme puissant, baissa les yeux. Je n'ai rien fait de spécial, monsieur. J'ai juste fait ce que mon cœur me dictait de faire. Chioma est une enfant merveilleuse. Je ne pouvais pas la laisser dans la rue. N'importe qui aurait fait la même chose. Monsieur Okonkwo secoua la tête vigoureusement. Non. Non, tout le monde n'aurait pas fait la même chose. J'ai vécu assez longtemps dans cette ville pour savoir que beaucoup de gens auraient vu une opportunité de s'enrichir. Certains auraient demandé une rançon. D'autres auraient livré ma fille à des criminels. Mais vous, malgré votre propre situation difficile, et je peux voir que votre situation est très difficile, vous avez choisi la bonté. Vous avez choisi de faire ce qui était juste. Il sortit son portefeuille et en tira une liasse de billets. Des billets de 1000 naira, au moins 50, peut-être 100. Il les tendit à Amara. S'il vous plaît, acceptez ceci comme un témoignage de ma gratitude. Amara regarda l'argent. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu en 2 ans. Avec cet argent, elle pourrait louer une petite chambre, acheter de nouveaux vêtements, manger correctement pendant des mois. Elle pourrait peut-être même recommencer une formation, retrouver un travail. Mais quelque chose en elle hésita. Accepter cet argent revenait à dire qu'elle avait aidé Chioma pour une récompense. Or ce n'était pas le cas. Elle l'avait aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Monsieur, je ne peux pas accepter votre argent. J'ai aidé Chioma parce que c'était ce qu'il fallait faire, pas pour de l'argent. Elle était en danger et j'ai fait ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Le silence tomba dans la pièce. Monsieur Okonkwo resta figé, la main tendue avec les billets. Sa femme le regardait avec surprise. Les policiers échangeaient des regards incrédules. Dans un pays où la corruption était monnaie courante, où tout le monde avait un prix, cette jeune femme sans abri refusait de l'argent. C'était impensable. Madame Okonkwo s'approcha d'Amara. Elle posa Chioma par terre et prit les mains d'Amara dans les siennes.
Comment vous appelez-vous? Amara, madame. Amara Nwankwo. Amara, je vois que vous êtes une femme de principe. Mais s'il vous plaît, laissez-nous vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous avez sauvé notre fille, notre seul enfant, le centre de notre vie. Nous vous devons plus que de l'argent. Nous vous devons tout. Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin? Un emploi peut-être. Un logement. Pour la première fois depuis qu'elle était devenue sans-abri, Amara sentit une lueur d'espoir naître dans son cœur. Elle avait tellement besoin d'aide. Elle était fatiguée de dormir sous les ponts, fatiguée d'avoir faim, fatiguée d'être invisible. Mais elle ne voulait pas paraître opportuniste. Elle ne voulait pas profiter de la situation. Madame, je ne sais pas. Je ne veux pas profiter d'eux. Madame Okonkwo l'interrompit doucement. Vous ne profitez de rien. Nous voulons vraiment vous aider. S'il vous plaît, dites-nous ce dont vous avez besoin. Amara prit une profonde inspiration et dit la vérité. Je vivais dans la rue depuis 2 ans, madame. J'ai essayé de trouver du travail, mais c'est difficile quand on n'a pas d'adresse fixe, pas de vêtements propres, pas de téléphone. J'étais venue à Lagos pour devenir enseignante, mais tout a mal tourné. Si vous pouviez m'aider à trouver un travail, n'importe quel travail honnête, je vous en serais éternellement reconnaissante. Monsieur Okonkwo, qui avait repris ses esprits, intervint. Un travail. C'est tout ce que vous voulez. Un travail. Ma chère enfant, je vais faire mieux que ça. À partir de maintenant, vous ne vivrez plus dans la rue. Vous allez venir habiter chez nous. Nous avons une grande maison avec beaucoup de chambres. Vous aurez votre propre chambre, vos propres affaires. Et ensuite, nous trouverons ensemble ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous voulez devenir enseignante, nous paierons vos études. Si vous voulez autre chose, nous vous aiderons. Vous avez sauvé notre fille. Laissez-nous vous aider à sauver votre propre vie. Amara sentit ses jambes se dérober sous elle. Le révérend père la rattrapa juste à temps et l'aida à s'asseoir. Les larmes qu'elle avait retenues pendant 2 ans, toutes les larmes de désespoir, de solitude, de peur, d'humiliation, jaillirent d'un coup. Elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré, des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. Madame Okonkwo s'agenouilla à côté d'elle et la prit dans ses bras, la berçant comme elle berçait Chioma quand elle avait du chagrin. Pleurez ma chérie. Laissez tout sortir. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous n'êtes plus seule. Nous sommes là. Chioma, qui ne comprenait pas tout mais qui sentait qu'il se passait quelque chose d'important, s'approcha d'Amara et lui prit la main. Ne pleure pas tata Amara. Tu vas venir vivre avec nous. Tu vas dormir dans un grand lit. Tu vas manger du riz jollof et du poulet. Et tu vas jouer avec moi. Tu vas être ma grande sœur. Cette innocence enfantine, cette générosité spontanée, fit sourire Amara à travers ses larmes. Elle caressa la joue de Chioma. Merci ma chérie. Merci de tout mon cœur. Ce qui se passa ensuite fut comme un tourbillon pour Amara. Monsieur Okonkwo donna des ordres à ses assistants qui étaient restés dehors. Quelqu'un fut envoyé acheter des vêtements pour Amara. Madame Okonkwo appela sa coiffeuse personnelle et lui demanda de venir immédiatement à la maison. Les policiers durent faire un rapport sur les circonstances de la découverte de Chioma. Le révérend père et Sisté Ngozi furent remerciés chaleureusement et reçurent un chèque généreux pour leur église. Pendant ce temps, Amara essayait de comprendre ce qui lui arrivait. Ce matin encore, elle était une sans-abri invisible dans les rues de Lagos. Et maintenant, quelques heures plus tard, sa vie entière était en train de changer. Elle avait peur. Peur que ce soit un rêve dont elle allait se réveiller. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de décevoir ces gens qui lui ouvraient leur maison et leur cœur. Mais le révérend père, avant qu'elle ne parte, lui prit les mains et lui dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Amara, ma fille, ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas un hasard. Dieu t'a placé sur le chemin de cet enfant parce qu'il savait que tu avais le cœur pour faire ce qui était juste. Et maintenant, il te récompense pour ta bonté. N'aie pas peur. Accepte cette bénédiction avec gratitude et humilité. Et n'oublie jamais d'où tu viens. Utilise cette seconde chance pour devenir la personne que tu as toujours voulu être et pour aider d'autres personnes qui sont dans la situation où tu étais ce matin. Amara promit qu'elle n'oublierait jamais. Le trajet vers la maison des Okonkwo fut une révélation pour Amara. Elle était dans une Mercedes S-Class, assise sur des sièges en cuir si doux qu'elle avait peur de les salir. La voiture était climatisée, si fraîche après la chaleur étouffante de Lagos. Chioma était assise à côté d'elle, tenant sa main et lui montrant tout par la fenêtre comme si Amara n'avait jamais vu Lagos auparavant. Et d'une certaine manière, c'était vrai.
Amara avait vu Lagos d'en bas, du niveau de la rue. Mais cette Lagos vue depuis une voiture de luxe, protégée du chaos et de la saleté par des vitres fumées, c'était une ville différente. Ikoyi était un autre monde. Les rues étaient propres, bordées d'arbres. Les maisons étaient immenses, cachées derrière de hauts murs et des portails électriques. Il y avait des gardiens partout. La voiture s'arrêta devant un portail monumental en fer forgé. Un gardien en uniforme appuya sur un bouton et le portail s'ouvrit lentement. Ils entrèrent dans une allée bordée de palmiers qui menait à une maison qui ressemblait plus à un palais qu'à une résidence privée. La maison des Okonkwo était un bâtiment moderne à 3 étages avec des façades de verre et de marbre blanc. Une fontaine trônait au centre de l'allée circulaire. Des jardiniers s'occupaient des pelouses impeccables. Tout criait le luxe, le pouvoir, la réussite. Amara sortit de la voiture, ses jambes tremblantes. Elle regarda autour d'elle, submergée par la splendeur de l'endroit. Madame Okonkwo la prit par le bras avec douceur. « Bienvenue chez vous Amara. Je sais que tout cela est impressionnant mais vous allez vous y habituer. Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Elles entrèrent dans la maison. Le hall d'entrée était aussi grand que certains appartements qu'Amara avait vus. Un lustre de cristal pendait du plafond haut de 6 mètres. Le sol était en marbre italien. Des œuvres d'art ornaient les murs. Un escalier en colimaçon menait aux étages supérieurs. Madame Okonkwo conduisit Amara au 2e étage et ouvrit une porte. La chambre qui s'offrit aux yeux d'Amara était plus grande que sa maison familiale au village. Il y avait un lit king size avec des draps blancs immaculés. Une armoire en acajou. Un bureau près de la fenêtre. Une salle de bain privée avec une baignoire et une douche. Des rideaux soyeux encadraient de grandes fenêtres qui donnaient sur le jardin. Voici votre chambre. J'espère qu'elle vous plaira. Les vêtements que nous avons fait acheter sont dans l'armoire. Il y a des serviettes propres dans la salle de bain. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous rafraîchir et vous reposer. Le dîner sera à 8 heures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur ce bouton et quelqu'un viendra vous aider. Elle désigna un bouton sur le mur près du lit. Puis elle sourit chaleureusement à Amara. « Amara, je veux que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas ici par charité. Vous êtes ici parce que vous le méritez. Vous avez fait preuve d'un courage et d'une bonté extraordinaire aujourd'hui. Cette maison est aussi votre maison maintenant. Vous faites partie de notre famille. Ne vous sentez jamais comme une invitée ou comme une employée. Vous êtes notre sœur, notre fille. Est-ce clair ?» Amara ne put que hocher la tête, trop émue pour parler. Madame Okonkwo l'embrassa sur le front puis sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Amara resta seule dans cette chambre magnifique. Elle regarda autour d'elle, touchant timidement les meubles pour s'assurer qu'ils étaient réels. Elle ouvrit l'armoire et y trouva des vêtements neufs, encore avec leurs étiquettes. Des robes, des pantalons, des chemisiers, des sous-vêtements, des chaussures. Tout était de sa taille. Madame Okonkwo avait dû estimer ses mensurations et envoyer quelqu'un faire les courses pendant qu'ils étaient en route. Elle entra dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Son reflet la choqua. Elle avait presque oublié à quoi elle ressemblait. Son visage était marqué par les épreuves mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. De l'espoir. De la gratitude. De l'incrédulité aussi. Elle se déshabilla et entra dans la douche. L'eau chaude, une chose qu'elle n'avait pas ressentie depuis 2 ans, coula sur son corps. Elle pleura encore, mais cette fois c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Elle se lava avec le savon parfumé, se shampoing les cheveux avec des produits de luxe, resta sous l'eau jusqu'à ce que sa peau soit toute propre et rose. Quand elle sortit enfin, emmitouflée dans un peignoir moelleux, elle se sentait transformée. Elle s'habilla avec une des robes neuves, une robe simple mais élégante en coton bleu. Elle se brossa les cheveux. Elle se regarda encore dans le miroir et ne se reconnut pas. Cette femme dans le miroir ressemblait à celle qu'elle avait été avant de devenir sans-abri, à celle qu'elle avait toujours rêvé d'être. Elle s'assit sur le lit, sa main caressant les draps soyeux. Elle pensa à Babassul, le vieil homme avec qui elle avait partagé son petit déjeuner ce matin. Elle pensa à tous les autres sans-abri qu'elle connaissait, qui dormiraient encore ce soir sous les ponts et dans les ruelles. Elle se sentit coupable d'avoir eu cette chance alors qu'eux étaient toujours là-bas. Elle se promit que quand elle serait stabilisée, quand elle aurait retrouvé sa vie, elle ferait quelque chose pour eux. Elle ne les oublierait jamais. On frappa doucement à la porte. Amara alla ouvrir. C'était une jeune femme en uniforme de domestique. « Bonsoir mademoiselle Amara.
Je m'appelle Blessing. Madame m'a demandé de venir voir si vous aviez besoin de quelque chose. Non merci Blessing. J'ai tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup. Blessing sourit timidement. Mademoiselle, si je peux me permettre, tout le monde dans la maison parle de vous. De ce que vous avez fait pour la petite Chioma. Vous êtes un ange. Dieu vous bénisse. Amara rougit de confusion. Elle n'était pas habituée aux compliments, encore moins à être traitée avec un tel respect. Je ne suis pas un ange Blessing. Je suis juste quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire. Blessing hocha la tête, mais Amara pouvait voir dans ses yeux qu'elle ne la croyait pas. Pour elle, pour tous les domestiques de la maison qui avaient entendu l'histoire, Amara était devenue une héroïne. Le dîner ce soir-là fut une expérience surréaliste pour Amara. Elle descendit à 8 heures comme convenu et fut conduite dans une salle à manger formelle avec une longue table en acajou pouvant accueillir 20 personnes. Mais ce soir, seuls 4 couverts étaient dressés, tous à une extrémité de la table pour créer une atmosphère plus intime. Monsieur et Madame Okonkwo étaient déjà là, ainsi que Chioma qui avait pris son bain et portait maintenant un pyjama rose avec des motifs de licorne. Quand elle vit Amara, elle courut vers elle et l'enlaça. « Tata Amara, tu es belle. Tu sens bon aussi. » Tout le monde rit. Monsieur Okonkwo se leva et tira une chaise pour Amara. « Asseyez-vous s'il vous plaît Amara. Ce soir, nous dînons en famille. » Le repas fut somptueux. Il y avait du riz jollof, le plat préféré de tous les Nigérians, préparé à la perfection avec des tomates, des oignons, des épices et du poulet tendre. Il y avait du plantain frit, de la salade, du poisson grillé. Il y avait des boissons fraîches, et pour le dessert, un gâteau au chocolat fait maison. Amara mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas mangé un vrai repas, assis à une vraie table. Pendant le dîner, la famille parla. Madame Okonkwo, dont le prénom était Adaez, raconta comment elle et son mari s'étaient rencontrés à l'université. Monsieur Okonkwo, Chukwuemeka, parla de son entreprise et de ses rêves pour l'avenir du Nigeria. Chioma parla de son école, de ses amis, de ses jouets préférés. Puis Adaez se tourna vers Amara. « Amara, parlez-nous de vous. D'où venez-vous? Quelle est votre histoire ?» Amara hésita. Elle avait honte de son passé, de ses échecs. Mais elle vit dans les yeux d'Adaez une sincère curiosité et une bienveillance qui l'encouragea à parler. Elle leur raconta tout. Son village à Enugu. Sa mère qui était morte quand elle avait 16 ans. Son père qui s'était remarié avec une femme qui ne l'aimait pas. Son rêve de devenir enseignante. Son arrivée à Lagos pleine d'espoir. La trahison de sa tante. La perte de son travail. Sa descente progressive dans la rue. Les 2 années de survie, de faim, de peur, mais aussi d'apprentissage, de résilience, de refus d'abandonner son humanité malgré les circonstances. Quand elle eut fini, il y avait des larmes dans les yeux d'Adaez. Même Chukwuemeka, cet homme puissant habitué à négocier des contrats de millions de dollars, semblait ému. « Amara, vous êtes une survivante. Vous êtes forte. Beaucoup de gens à votre place auraient abandonné, auraient sombré dans la drogue ou la criminalité. Mais vous avez gardé votre dignité et votre bonté. C'est remarquable. » Chukwuemeka se racla la gorge. « Demain, nous allons discuter de votre avenir. Vous avez dit que vous vouliez devenir enseignante. Eh bien, nous allons faire en sorte que cela arrive. Nous allons vous inscrire dans une bonne école de formation des enseignants. Nous paierons tous vos frais. Et pendant que vous étudierez, vous vivrez ici avec nous. Quand vous aurez terminé vos études et que vous aurez trouvé un emploi, nous vous aiderons à vous installer dans votre propre appartement si vous le souhaitez. Mais vous serez toujours la bienvenue ici. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Amara ne savait pas quoi dire. Ces mots, cette générosité, c'était plus qu'elle n'aurait jamais osé rêver. « Monsieur, madame, je ne sais pas comment vous remercier. Vous changez ma vie. Vous me donnez une seconde chance. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. Je travaillerai dur. Je ferai tout mon possible pour devenir la meilleure enseignante possible. Et un jour, quand je le pourrai, je ferai pour quelqu'un d'autre ce que vous faites pour moi aujourd'hui. » Adaez lui prit la main à travers la table. « C'est tout ce que nous demandons à Amara. Soyez heureuse. Réussissez. Et quand vous le pourrez, aidez quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous rendons le monde meilleur, une bonne action à la fois. » Cette nuit-là, Amara dormit dans un vrai lit pour la première fois depuis 2 ans. Elle s'enfonça dans le matelas moelleux, s'enroula dans les draps doux, posa sa tête sur l'oreiller confortable. Dehors, elle pouvait entendre les bruits de Lagos, cette ville qui ne dormait jamais.
Mais ici, dans cette chambre sûre et confortable, elle se sentait protégée. Elle pensa à tous les sans-abri de Lagos qui dormaient dehors cette nuit. Elle pensa à Babassul sous le pont de Falomo. Elle pensa aux femmes qui dormaient dans les gares routières, aux hommes qui se recroquevillaient dans les entrées de magasins, aux enfants qui erraient dans les rues. Son cœur se serra. Elle était sauvée, mais eux étaient toujours là-bas. Cette pensée l'empêcha de s'endormir immédiatement. Elle se leva et alla à la fenêtre. Elle regarda les lumières de Lagos scintiller dans la nuit. Cette ville immense, chaotique, cruelle parfois, mais aussi pleine de possibilités. Cette ville qu'il avait brisée et qui maintenant, grâce à un acte de bonté, lui offrait une nouvelle vie. Elle fit une prière. Elle remercia Dieu de l'avoir mise sur le chemin de Chioma. Elle pria pour la famille Okonkwo qui lui ouvrait leur maison et leur cœur. Elle pria pour tous les sans-abri de Lagos, demandant à Dieu de les protéger et de leur donner, à eux aussi, une seconde chance. Et elle se fit une promesse solennelle. Quand elle aurait réussi, quand elle serait devenue enseignante, quand elle serait stable financièrement, elle créerait quelque chose pour aider les sans-abri. Un refuge, un programme de formation, quelque chose qui leur donnerait une chance de se reconstruire comme elle était en train de le faire. Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation pour Amara. Elle devait s'habituer à vivre dans le luxe, à être traitée avec respect, à avoir des repas réguliers et un toit sur sa tête. C'était merveilleux mais aussi déstabilisant. Parfois, elle se réveillait la nuit avec une crise d'angoisse, craignant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais la famille Okonkwo était patiente avec elle. Adaès passait du temps avec elle chaque jour, lui parlant, l'écoutant, l'aidant à guérir des traumatismes de ses 2 années dans la rue. Chukwuemeka tint sa promesse et contacta plusieurs écoles de formation des enseignants. Il utilisa son influence pour obtenir une place pour Amara dans la prestigieuse Lagos Teacher Training College malgré le fait que les inscriptions étaient normalement closes. Chioma, de son côté, s'était attachée à Amara comme à une grande sœur. Elle passait des heures avec elle, lui montrant ses jouets, lui lisant des livres, lui racontant des histoires. Pour Chioma, Amara était son héroïne, la femme courageuse qui l'avait sauvée. Et cette adoration innocente faisait chaud au cœur d'Amara. Un mois après son arrivée dans la maison des Okonkwo, Amara commença ses cours au Lagos Teacher Training College. Elle était nerveuse le premier jour. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été dans une salle de classe. Elle craignait de ne pas être à la hauteur, d'avoir oublié comment étudier, comment apprendre. Mais elle découvrit rapidement qu'elle adorait ça. Elle absorbait les connaissances comme une éponge. Elle étudiait avec acharnement, restant éveillée tard le soir pour lire ses manuels, prenant des notes méticuleuses, posant des questions en classe. Ses professeurs remarquèrent vite son dévouement et sa passion. Ils ne savaient pas d'où elle venait, ne connaissaient pas son histoire, mais ils voyaient en elle une étudiante exceptionnelle. Amara se fit aussi des amis parmi ses camarades de classe. Au début, elle était réservée, craignant qu'elle ne la juge si elle découvrait son passé. Mais avec le temps, elle s'ouvrit. Elle raconta son histoire à quelques amis proches, et à sa grande surprise, elles ne la jugèrent pas. Au contraire, elles l'admirèrent pour son courage et sa résilience. Pendant ce temps, l'histoire d'Amara et de Chioma était devenue célèbre à Lagos. Les journaux avaient publié des articles sur la sans-abri qui avait sauvé la fille du milliardaire. Les chaînes de télévision voulaient interviewer Amara. Les réseaux sociaux bruissaient de son histoire. Certains la traitaient d'héroïne. D'autres étaient cyniques, suggérant qu'elle avait tout manigancé pour s'enrichir. Mais Amara refusa toutes les interviews. Elle ne voulait pas de la célébrité. Elle voulait juste vivre sa vie, étudier, devenir la personne qu'elle avait toujours voulu être. Chukwuemeka respecta son choix et utilisa son influence pour empêcher les médias de la harceler. Cependant, il y avait une chose qu'Amara voulait faire. Elle voulait retourner dans les rues où elle avait vécu, revoir les gens qu'elle avait connus, leur apporter de l'aide. Un samedi matin, elle en parla à Adaès. « Madame, il y a quelque chose que je voudrais faire. Quand je vivais dans la rue, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont aidé, qui ont partagé avec moi le peu qu'ils avaient. Maintenant que ma vie a changé, j'aimerais leur rendre l'appareil. J'aimerais leur apporter de la nourriture, des vêtements, peut-être de l'aide pour trouver du travail ou un logement. » Adaès sourit chaleureusement. « Amara, je pense que c'est une merveilleuse idée. Faisons-le ensemble. Chukwuemeka et moi allons vous aider. Nous allons organiser une distribution de nourriture et de vêtements. Et nous pouvons aussi voir comment nous pouvons aider certaines de ces personnes à se réinsérer. » Et c'est ainsi que naquit l'opération Nouvelle Chance. Avec le soutien financier des Okonkwo et l'aide de plusieurs organisations caritatives que Chukwuemeka connaissait, ils organisèrent une grande distribution pour les sans-abri de Lagos. Ils louèrent un grand espace ouvert près du pont de Falomo. Ils préparèrent des centaines de repas chauds. Ils rassemblèrent des vêtements, des chaussures,
des couvertures, des produits d'hygiène. Ils engagèrent des travailleurs sociaux pour parler avec les sans-abri et voir comment ils pouvaient les aider de manière plus durable. Le jour de la distribution fut émotionnel pour Amara. Elle revit Baba Sul qui pleura en la voyant si bien habillée, si en santé. Elle revit Mama Ngozi, une femme qui lui avait donné un bout de pain quand elle mourait de faim. Elle revit Junior, un jeune homme de son âge qui avait perdu son travail et sa famille et qui vivait dans la rue depuis 6 mois. Elle les embrassa tous, pleura avec eux, leur parla de son histoire, leur donna de l'espoir. Elle leur dit que si elle avait pu s'en sortir, eux aussi le pouvaient. Elle leur promit qu'elle ne les oublierait pas, qu'elle continuerait à les aider. La distribution fut un immense succès. Plus de 500 sans-abri reçurent de la nourriture, des vêtements et des conseils. 20 d'entre eux furent orientés vers des refuges qui leur offraient un hébergement temporaire et une aide à la réinsertion. 10 autres furent mis en contact avec des employeurs potentiels qui cherchaient de la main-d'œuvre. Ce jour-là, Amara comprit sa mission dans la vie. Elle ne voulait pas seulement devenir enseignante. Elle voulait aider les sans-abri de Lagos, leur donner une seconde chance comme elle en avait eu une. Elle voulait créer un pont entre le Lagos riche et le Lagos pauvre, montrer que la compassion et l'entraide étaient possibles même dans cette ville impitoyable. Les mois passèrent. Amara excellait dans ses études. Elle était toujours première de sa classe. Ses professeurs disaient qu'elle serait une enseignante exceptionnelle. En parallèle, l'opération Nouvelle Chance grandissait. Avec le soutien continu des Okonkwo et d'autres bienfaiteurs que Chukwuemeka avait convaincus de se joindre à la cause, ils organisaient maintenant des distributions mensuelles. Ils avaient aussi ouvert un petit centre de jour où les sans-abri pouvaient venir se laver, obtenir des vêtements propres, consulter un médecin et rencontrer des travailleurs sociaux. Amara était devenue le visage de l'organisation. Malgré sa réticence initiale à être sous les projecteurs, elle avait compris que sa présence était importante. Les sans-abri lui faisaient confiance parce qu'elle avait vécu ce qu'ils vivaient. Les donateurs étaient inspirés par son histoire. Les médias, quand elle acceptait finalement de leur parler, transmettait son message d'espoir et de compassion. 2 ans après ce jour où elle avait trouvé Chioma dans la ruelle, Amara obtint son diplôme du Lagos Teacher Training College avec les meilleures notes de sa promotion. La cérémonie de remise des diplômes fut un moment de fierté intense. Sur l'estrade, quand le directeur appela son nom et lui remit son diplôme, toute la famille Okonkwo se leva et applaudit. Chioma, maintenant âgée de 7 ans, cria à tue-tête bravo Tata Amara. C'était embarrassant mais aussi merveilleux. Après la cérémonie, ils célébrèrent dans un restaurant chic de Lagos. Chukwuemeka fit un discours émouvant. Amara, quand tu es entrée dans nos vies il y a 2 ans, nous pensions que nous te sauvions. Mais en réalité, c'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as rappelé ce qui est vraiment important dans la vie. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas le statut social. Mais la bonté, la compassion, l'humanité. Tu as sauvé notre fille ce jour-là, mais tu as aussi sauvé nos âmes. Tu nous as rendus meilleurs. Et pour cela, nous te serons éternellement reconnaissants. Adaez ajouta, les larmes aux yeux. Amara, tu es notre fille maintenant. Pas de sang, mais de cœur. Tu fais partie de notre famille pour toujours. Nous sommes si fiers de toi, de tout ce que tu as accompli, de la femme extraordinaire que tu es devenue. Amara, elle aussi en larmes, les remercia. Elle leur dit combien ils avaient changé sa vie, combien elle leur était reconnaissante, combien elle les aimait. Après l'obtention de son diplôme, Amara obtint rapidement un emploi dans une bonne école primaire de Lagos. Elle enseignait aux enfants de première année. Ses élèves l'adoraient. Elle était patiente, créative, dévouée. Elle voyait dans chaque enfant un potentiel à développer. Elle accordait une attention particulière aux enfants qui avaient des difficultés, se souvenant de combien le soutien était important quand on traversait des moments difficiles. Mais elle ne délaissa pas l'opération Nouvelle Chance. Au contraire, avec son premier salaire, elle donna une partie de l'argent à l'organisation. Elle continuait à participer aux distributions mensuelles. Elle visitait le centre de jour chaque semaine, parlant avec les sans-abri, les encourageant, leur donnant de l'espoir. Un jour, elle eut une idée. Pourquoi ne pas créer un programme spécial pour aider les sans-abri qui voulaient retourner à l'école ou apprendre un métier? Elle en parla à Chukwuemeka qui trouva l'idée excellente. Ils créèrent le programme de formation Nouvelle Chance qui offrait des bourses d'études à des sans-abri motivés. Le programme payait leurs frais de scolarité, leur fournissait un logement temporaire pendant leurs études, et leur donnait un soutien psychologique et social. Le premier bénéficiaire du programme fut Junior, le jeune homme qu'Amara avait connu dans la rue.
Il s'inscrivit dans une école de mécanique automobile. 2 ans plus tard, il ouvrait son propre petit garage. Babasul, qui était trop âgé pour apprendre un nouveau métier, fut placé dans une maison de retraite décente où il pouvait vivre ses dernières années dans la dignité. 5 ans après avoir trouvé Chioma, Amara était devenue une figure respectée à Lagos. Elle était enseignante, militante sociale, et exemple vivant de rédemption et de seconde chance. Elle avait été invitée à parler dans des écoles, des églises, des conférences. Elle racontait toujours son histoire avec humilité et honnêteté. Elle ne cachait pas d'où elle venait. Au contraire, elle était fière de son parcours parce qu'il montrait qu'on pouvait tomber très bas et se relever encore plus haut. Elle vivait maintenant dans son propre appartement, un joli 2 pièces qu'elle avait acheté avec l'aide des Okonkwo. Mais elle continuait à visiter la famille régulièrement. Chioma, maintenant âgée de 10 ans, venait souvent passer le week-end chez elle. Leur lien était fort et sincère. Chioma disait toujours qu'Amara était sa grande sœur préférée, ce qui faisait toujours rire Amara car Chioma était enfant unique. L'opération Nouvelle Chance avait grandi bien au-delà de ce qu'Amara aurait pu imaginer. Ils avaient maintenant 3 centres de jour à différents endroits de Lagos. Ils avaient aidé plus de 2000 sans-abri à se réinsérer dans la société. 150 d'entre eux avaient bénéficié du programme de formation Nouvelle Chance et plus de 80 avaient trouvé un emploi stable après leurs études. L'organisation avait attiré l'attention du gouvernement de l'État de Lagos qui leur avait accordé une subvention pour étendre leurs activités. Des entreprises privées s'étaient jointes à la cause, offrant des stages et des emplois aux bénéficiaires du programme. Des célébrités nigérianes, des musiciens, des acteurs, avaient parlé de l'organisation dans les médias, encourageant leurs fans à soutenir la cause. Mais malgré tout ce succès, Amara restait humble et terre à terre. Elle n'avait pas oublié d'où elle venait. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir le matin, elle se souvenait de la femme désespérée qui dormait sous le pont de Falomo. Cette mémoire la gardait humble et focalisée sur sa mission. Un jour, 7 ans après avoir trouvé Chioma, Amara reçut un appel inattendu. C'était une femme qui se présentait comme journaliste pour le magazine Time, l'une des publications les plus prestigieuses au monde. Elle voulait interviewer Amara pour un article sur des personnes qui changeaient le monde. Amara hésita, mais Zadaez l'encouragea à accepter. L'article parut 3 mois plus tard. C'était un portrait élogieux d'Amara, de son parcours, de son travail avec les sans-abri de Lagos. Le titre était De la rue à l'espoir, comment une jeune Nigériane transforme Lagos un sans-abri à la fois. L'article incluait des photos d'Amara dans les rues de Lagos, parlant avec des sans-abri, enseignant à l'école, souriant avec la famille Okonkwo. Suite à cet article, Amara devint connue internationalement. Elle reçut des invitations pour parler à des conférences aux États-Unis, en Europe, en Asie. Des organisations humanitaires internationales voulurent collaborer avec l'opération Nouvelle Chance. Des donations affluèrent du monde entier. Mais le moment le plus significatif vint 1 an plus tard quand Amara reçut une lettre officielle. Elle avait été nommée pour le prix de l'humanitaire de l'année par les Nations Unies. Elle fut invitée à New York pour la cérémonie. Quand son nom fut annoncé comme gagnante, elle monta sur scène, vêtue d'une robe élégante mais simple, et prononça un discours qui toucha des millions de personnes à travers le monde. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas comme une héroïne mais comme quelqu'un qui a simplement fait ce qui était juste. Il y a 8 ans, j'étais une sans-abri dans les rues de Lagos. J'avais faim, j'avais froid, j'avais peur. Mais je n'ai jamais perdu mon humanité. Et quand j'ai trouvé une petite fille perdue et terrorisée, je n'ai pas vu une opportunité de m'enrichir. J'ai vu un enfant qui avait besoin d'aide. J'ai fait ce que mon cœur me disait de faire. Cette décision a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire personnelle. C'est le message qu'elle porte. Nous avons tous, chacun d'entre nous, le pouvoir de changer une vie. Nous n'avons pas besoin d'être riches ou puissants. Nous avons juste besoin d'avoir un cœur compatissant et le courage d'agir. Dans les rues de Lagos, dans les rues de New York, de Paris, de Tokyo, de Johannesburg, partout dans le monde, il y a des gens qui souffrent, qui sont invisibles, qui ont perdu espoir. Voyez-les. Aidez-les. Même un petit geste peut changer tout. Une main tendue, un sourire, un repas partagé, cela peut faire toute la différence. Ne détournez pas le regard. N'ignorez pas leur humanité. Parce qu'un jour, vous pourriez être à leur place. Et ce jour-là, vous espériez que quelqu'un vous voie, vous entende, vous aide. Soyez ce quelqu'un pour les autres. Construisons ensemble un monde où personne n'est invisible, où tout le monde a une seconde chance,
où la bonté triomphe de l'indifférence. Merci. La salle se leva et applaudit pendant plusieurs minutes. Il y avait des larmes dans de nombreux yeux. Le discours d'Amara fut diffusé sur toutes les chaînes de télévision, partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Il inspira des milliers de personnes à travers le monde à créer leurs propres initiatives pour aider les sans-abri de leur ville. De retour à Lagos après la cérémonie, Amara fut accueillie comme une héroïne nationale. L'aéroport était bondé de gens qui voulaient la voir, la féliciter. La famille Okonkwo était là, bien sûr. Chioma, maintenant âgée de 13 ans et devenue une belle adolescente, courut vers elle et l'embrassa. « Tata Amara, j'ai regardé ton discours à la télévision. J'ai pleuré. Tu m'as rendue si fière. Tu es mon héroïne. Tu l'as toujours été depuis ce jour où tu m'as trouvée dans la ruelle. » Amara la serra dans ses bras, émue. « Et toi, ma chérie, tu es la raison pour laquelle tout cela est arrivé. Si je ne t'avais pas trouvée ce jour-là, si ta famille ne m'avait pas ouvert leur maison et leur cœur, je serais encore dans la rue. Ou peut-être même morte. Tu as changé ma vie autant que j'ai changé la tienne. » Les années continuèrent à passer. Amara devint une des militantes sociales les plus respectées du Nigeria. L'opération Nouvelle Chance s'étendit à d'autres villes nigérianes. Des milliers de sans-abri bénéficièrent de leur programme. Le modèle qu'ils avaient créé fut copié dans d'autres pays africains. Amara continua à enseigner, refusant plusieurs offres lucratives d'organisations internationales qui voulaient l'embaucher. Elle disait toujours qu'enseigner était sa passion, sa raison d'être. Elle aimait voir les yeux de ses élèves s'illuminer quand ils comprenaient quelque chose de nouveau. Elle aimait leur apprendre non seulement à lire et à écrire mais aussi à être des êtres humains bons et compatissants. À 35 ans, Amara rencontra l'amour. C'était un médecin qui travaillait comme bénévole dans un de leurs centres de jour. Il s'appelait Emeka. Ils se marièrent 2 ans plus tard dans une belle cérémonie à Lagos. Chioma, maintenant jeune femme de 23 ans, fut sa demoiselle d'honneur. Chukwuemeka la conduisit à l'hôtel, fier comme un père biologique. Adaès pleura des larmes de joie tout le long de la cérémonie. Amara et Emeka eurent 2 enfants, une fille qu'ils nommèrent Chioma en l'honneur de la petite fille qui avait changé la vie d'Amara, et un garçon qu'ils nommèrent Chukwuemeka. Ils élevèrent leurs enfants avec les valeurs de compassion, de générosité et d'humilité. Dès leur plus jeune âge, ils les emmenaient au centre de jour de l'opération Nouvelle Chance pour qu'ils comprennent que tout le monde n'avait pas les mêmes chances dans la vie et qu'il était important d'aider ceux qui en avaient besoin. Quand ses enfants lui demandaient de leur raconter une histoire avant de dormir, Amara leur racontait souvent son histoire. Comment elle avait vécu dans la rue, comment elle avait trouvé une petite fille perdue, comment cette petite fille l'avait sauvée autant qu'elle l'avait sauvée. Ses enfants écoutaient avec fascination, ne se lassant jamais d'entendre cette histoire de bonté, de courage et d'espoir. 20 ans après avoir trouvé Chioma dans cette ruelle de Lagos, Amara était assise dans son bureau à l'école où elle enseignait toujours. C'était la fin de la journée, les élèves étaient rentrés chez eux. Elle corrigeait des copies quand son téléphone sonna. C'était Chioma, maintenant âgée de 25 ans et travaillant comme avocate dans le cabinet juridique que son père avait créé pour gérer ses affaires. « Tata Amara, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je me marie. Et je veux que ce soit toi qui me conduise à l'hôtel. Papa a dit qu'il comprenait. Tu es ma sœur, ma héroïne, la femme qui m'a sauvé la vie. C'est toi qui dois être à mes côtés ce jour-là. » Amara sentit les larmes monter. Après toutes ces années, après tout ce qu'elle avait accompli, après tous les prix et les reconnaissances, c'était ce moment qui comptait le plus. La petite fille qu'elle avait trouvée dans une ruelle, terrorisée et perdue, était devenue une femme forte et accomplie qui voulait qu'elle soit à ses côtés lors du jour le plus important de sa vie. Ce serait un honneur, ma chérie. Le plus grand honneur de ma vie. Le mariage de Chioma fut magnifique. Amara, dans une robe élégante, conduisit la jeune mariée à l'hôtel. Quand le prêtre demanda qui donnait cette femme en mariage, Amara et Chukwuemeka répondirent ensemble une famille qu'il aime. Dans l'assistance, il n'y avait pas un œil sec. Après la cérémonie, lors de la réception, Chioma prononça un discours émouvant. Elle raconta comment, 20 ans plus tôt, elle s'était perdue dans les rues de Lagos. Comment une jeune femme sans abri, qui n'avait rien, lui avait tout donné, sa protection, sa gentillesse, son amour. Comment cette femme avait changé non seulement sa vie mais celle de toute sa famille. Tata Amara, tu m'as sauvée ce jour-là dans la ruelle. Mais tu as fait bien plus que ça. Tu nous as tous sauvés. Tu as rappelé à mes parents ce qui était vraiment important. Tu as montré à toute notre famille et à des milliers de personnes à travers le monde que la bonté existe encore, que l'espoir est possible, que chaque vie a de la valeur.
Tu es partie de rien et tu as construit quelque chose de magnifique. Tu es mon héroïne. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je t'aime Tata Amara. Merci d'avoir été dans ma vie. Amara monta sur scène et les deux femmes s'embrassèrent longuement, pleurant toutes les deux. Toute la salle se leva et applaudit. C'était un moment de pure émotion, un moment qui résumait tout le parcours d'Amara, toutes les épreuves qu'elle avait surmontées, tous les vies qu'elle avait touchées. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Amara s'assit sur son balcon et regarda les lumières de Lagos. Cette ville immense, chaotique, difficile, mais aussi belle et pleine de possibilités. Elle pensa à la femme qu'elle avait été 20 ans plus tôt, dormant sous le pont de Falomo, fouillant dans les poubelles pour trouver de quoi manger. Elle pensa au chemin qu'elle avait parcouru depuis ce jour où elle avait trouvé une petite fille perdue dans une ruelle. Elle réalisa que sa vie avait changé grâce à un simple choix. Le choix d'être bonne. Le choix d'aider un enfant en détresse même quand elle-même était dans le besoin. Ce choix avait déclenché une chaîne d'événements qui avait transformé non seulement sa vie mais celle de milliers d'autres personnes. Amara sourit. Elle était heureuse. Elle avait une famille aimante, un travail qu'elle adorait, une mission qui donnait du sens à sa vie. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé quand elle était cette jeune fille pleine d'espoir arrivant de son village à Lagos. Mais plus important encore, elle savait qu'elle avait fait une différence. Qu'elle avait rendu le monde un peu meilleur. Qu'elle avait prouvé que peu importe d'où on vient, peu importe à quel point on est tombé bas, on peut toujours se relever. On peut toujours choisir la bonté. On peut toujours choisir l'espoir. Et dans les rues de Lagos, sous les ponts où elle avait autrefois dormi, dans les ruelles où elle avait autrefois erré, il y avait maintenant de l'espoir. Il y avait les centres de l'opération Nouvelle Chance où les sans-abri pouvaient trouver de l'aide, de la nourriture, de la dignité. Il y avait des histoires de rédemption, de personnes qui avaient réussi à se sortir de la rue grâce au programme qu'elle avait créé. Il y avait de la lumière dans l'obscurité. L'histoire d'Amara était devenue une légende à Lagos. Les parents la racontaient à leurs enfants pour leur apprendre l'importance de la bonté. Les enseignants l'utilisaient dans leur classe pour illustrer le pouvoir de la compassion. Les prédicateurs la citaient dans leurs sermons comme exemple de grâce divine. Mais pour Amara, ce n'était pas une légende. C'était simplement sa vie. Une vie qui avait commencé dans la misère et qui s'était transformée en quelque chose de beau. Une vie qui prouvait que les miracles existent, que les anges marchent parmi nous, que l'amour triomphe toujours de l'adversité. Alors qu'elle s'apprêtait à aller se coucher ce soir-là, Amara fit une dernière prière. Elle remercia Dieu pour le jour où il l'avait mise sur le chemin de Chioma. Elle pria pour tous les sans-abri du monde, demandant à Dieu de les protéger et de leur envoyer leur propre miracle. Et elle se fit une dernière promesse. Tant qu'elle vivrait, elle continuerait à aider, à donner de l'espoir, à être pour quelqu'un d'autre ce que la famille Okonkwo avait été pour elle. Un ange. Un sauveur. Une seconde chance. Car c'était ainsi que le monde changeait. Une bonne action à la fois. Un cœur généreux à la fois. Un miracle à la fois. Et dans les rues brûlantes de Lagos, là où le soleil tape si fort qu'il fait fondre le goudron, là où les klaxons ne cessent jamais et où la vie pulse à chaque coin de rue, il y avait maintenant un peu moins d'invisible. Il y avait maintenant un peu plus d'espoir. Grâce à Amara. Grâce à Chioma. Grâce à une famille qui avait ouvert son cœur. Grâce à un simple acte de bonté qui avait changé le monde.